À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Référence Petite Enfance, le podcast des pros de la petite enfance. Aujourd'hui j'accueille notre amie Sarah Lachaud qui est psychomotricienne et c'est Alexia Poirier qui m'avait recommandé de t'inviter. Sarah, bonjour. Bonjour. Toi, tu as un master en sciences du langage en plus de ton diplôme de psychomotricienne. Je sais que tu es spécialisée dans la prise en charge des bébés et des jeunes enfants, que tu interviens en crèche, mais aussi en enseignement dans les écoles. Donc, tu es assez polyvalente et tu es en plus, on a un point commun, c'est que tu investis les réseaux sociaux. Donc, toi plutôt sur Instagram, moi plutôt sur LinkedIn. C'est pas le même réseau social, mais l'idée c'est la même, c'est d'informer un maximum de personnes, d'aider les gens à travers de l'information accessible et gratuite. Donc aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu nous parles de la psychomotricité en crèche pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Est-ce que tu peux me dire un petit peu le rôle du psychomotricien dans nos crèches ? Le psychomotricien, déjà, il faut savoir qu'il peut intervenir de deux façons différentes dans les crèches. Soit en tant que salarié, en étant à mi-temps ou à temps plein dans la crèche, ou alors de façon externe, en étant intervenant, et donc en intervenant de façon occasionnelle dans ces crèches. Et moi, c'est mon cas. Je travaille en cabinet libéral et de façon occasionnelle, j'interviens tous les mois, tous les 2 mois dans certaines crèches. Le psychomotricien, donc, il a un rôle de prévention auprès du tout petit et auprès des équipes qui s'occupent des bébés accueillis en crèche. Donc, le psychomotricien, il peut participer au projet pédagogique de la crèche. Il est là également pour observer les bébés et repérer d'éventuelles difficultés, par exemple, et pour pouvoir tout de suite intervenir ou réorienter si besoin. Il est également là pour sensibiliser et accompagner les équipes, pour répondre à leurs questions et les accompagner donc dans leur travail. Et on peut également, bien sûr, suivre plus spécifiquement certains enfants qui, par exemple, ont un handicap. Tu fais vraiment partie de l'équipe pluridisciplinaire de la crèche, comme le psychologue ou le pédiatre, les intervenants extérieurs. Exactement. On est vraiment un métier paramédical à part entière et on travaille en équipe avec tous ces professionnels que tu viens de citer. Et en plus, ce que tu m'as dit, c'est que dans ta région, donc dans le sud de la France, tu remarques qu'il y a de plus en plus de demandes pour des psychomotriciens en crèche. Exactement, c'est ça. Soit on a des crèches qui ont donc un psychomotricien à temps plein ou à mi-temps, ou alors si c'est pas le cas parce que ça peut être un manque de place ou un manque de budget, on peut faire appel. Il y a de plus en plus de crèches qui font appel à un psychomotricien occasionnellement. Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on renforce nos équipes pluridisciplinaires, parce qu'il y a quelques années encore, c'était un peu moins le cas. Ça, c'est très encourageant. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en place quand tu arrives dans les crèches ? Donc toi, tu travailles dans des micro-crèches en plus, ce qui est justement ma spécialité. Qu'est-ce que toi, tu proposes de mettre en place ? J'imagine que tu as remarqué que dans les micro-crèches, on est souvent en âge mélangé. C'est un peu le mainstream de la micro-crèche. Toi, tu arrives dans un groupe où on a des enfants de tous les âges. Comment ça se passe pour toi ? Eh bien, comme tu dis, dans les micro-crèches où j'interviens, je peux avoir un tout petit qui a 2 mois et un plus grand qui va avoir 3 ans. Donc, je me suis rapidement rendu compte que là, c'était pas possible, en fait, d'intervenir dans ces crèches pour organiser des ateliers. Parce que ça, c'est aussi une demande que certaines crèches peuvent avoir auprès des psychomotriciens, c'est qu'on intervienne pour mettre en place des ateliers. Sauf que dans les micro-crèches, pour moi, donc, c'est compliqué parce que c'est tellement varié au niveau des âges que je peux pas proposer la même chose à un bébé de 6 mois qu'à un petit garçon de 2 ans. C'est pas possible. Donc, moi, ce que je préfère faire dans les micro-crèches, ce que je trouve qui est le plus adapté, c'est vraiment d'être là en tant qu'observatrice pour pouvoir répondre donc aux questions que peuvent avoir les équipes. Si par exemple elles ont des doutes, des questionnements par rapport à un bébé ou un enfant qui est accueilli, et comme ça moi je peux me poser plus individuellement avec cet enfant. Ou alors sinon, ce que je peux faire, c'est que donc je fais un petit tour notamment auprès des bébés pour pouvoir un petit peu regarder leurs compétences motrices et pouvoir aussi montrer aux équipes, voilà, là il en est là de ses compétences, voilà ce que vous pouvez lui proposer, on évite de faire ça. Et puis si jamais il y a un petit temps aussi qui est prévu pour les plus grands, je leur propose un petit atelier mais qui est vraiment plus spécifique pour les grands. J'essaye vraiment de séparer les deux parce que pour moi c'est pas possible de faire quelque chose de commun
pour un tout petit et pour un plus grand. Ouais, là, on se rejoint vraiment. Tu sais, moi, j'ai géré 10 microcrèches pendant les 10 dernières années. Et justement, j'ai un petit peu lutté contre ce mélange des âges parce que c'est ce qu'on nous propose en fait quand on ouvre des microcrèches. Et il se trouve qu'on se rend vite compte que ça nous met en difficulté. C'est très contraignant pour l'équipe, pour les enfants aussi, parce que les enfants n'ont pas du tout les mêmes besoins de 2 mois et demi quand ils arrivent en crèche à 3 ans et demi quand ils en partent, parfois même 4 ans. Et donc le fait de séparer les âges, de faire des petits groupes, ça permet de faire des activités, comme tu dis, qui correspondent vraiment à l'envie et aux besoins du groupe d'enfants. Et je pense qu'en effet, en tant que psychomotricienne, tu vas me confirmer qu'une activité motrice ou même de la motricité libre, c'est pas du tout la même chose quand on a 12 mois que quand on a 18 mois, 24 mois ou 36 mois. En effet, ils en sont pas du tout au même stade en termes de compétences motrices et en termes de sécurité, c'est pas la même chose non plus. Évidemment, quand on laisse un tout petit en motricité libre, donc c'est génial, ça demande quand même par contre plus de présence de la part de l'adulte que par exemple pour un plus grand qui maîtrise très bien ses transferts, qui a un très bon équilibre, de très bonnes réactions et qui est capable de se protéger plus qu'un tout petit. Tu parles de transfert, en fait c'est vraiment une notion importante dans la psychomotricité. C'est quoi les bases de la psychomotricité? Qu'est-ce qu'on cherche à acquérir? Alors la psychomotricité, on va vraiment chercher en fait à avoir un développement qui va être harmonieux. On part du principe qu'on a 3 domaines qui régissent l'être humain. Le domaine moteur et sensoriel, donc avec toute la partie motricité globale, motricité fine, etc., équilibre. Le domaine cognitif avec tout ce qui va être planification, concentration, réflexion, mémoire, et le domaine affectif avec tout ce qui va être confiance en soi, relationnel, émotion. Et nous, notre travail, en fait, c'est vraiment de venir mettre ces 3 domaines en interrelation, que le petit il soit bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans son cœur. Ça, c'est la définition que je donne beaucoup pour expliquer mon métier aux enfants. Comme ça, c'est plus clair. L'idée, c'est vraiment qu'on soit dans un développement harmonieux. On a vu, alors que les enfants très petits n'avaient pas les mêmes besoins en motricité que les grands, est-ce que tu peux me dire ce qu'on fait, en fait, en quoi ça consiste la psychomotricité dans une crèche pour le groupe des petits et par rapport au groupe plutôt des moyens grands? Donc moi je dis souvent qu'il y a les marcheurs et les non-marcheurs. Donc est-ce que c'est un peu la même séparation de ton côté? Et est-ce qu'on pourrait du coup définir des principes de psychomotricité qu'on pourrait appliquer plutôt dans le groupe des non-marcheurs et d'autres plutôt dans le groupe des marcheurs? J'imagine que les activités, ça va être plutôt pour les marcheurs, les moyens grands. Les activités, ça va être plus pour les plus grands. Et pour les plus petits, on va plus être dans quelque chose d'environnemental. Aménager l'espace pour qu'ils puissent justement développer leur motricité. Donc pour les tout petits, moi, mon travail de sensibilisation dans les crèches, ça va être vraiment de leur laisser de l'espace pour qu'ils puissent bouger, de pouvoir les installer au sol sans contrainte physique. Parce que ça m'arrive beaucoup d'arriver dans des crèches et comme du coup c'est difficile de s'occuper des petits et des grands comme on disait tout à l'heure, et du coup j'ai les bébés qui vont être dans les transats ou alors qui vont être coincés dans les coussins d'allaitement. Donc là l'idée c'est vraiment de sensibiliser les équipes pour installer les bébés au sol sans contrainte physique pour qu'ils puissent bouger. Donc sur le dos, mais également aussi quand l'adulte peut être près de lui, de lui faire découvrir la position sur le ventre, sur les temps d'éveil, bien sûr quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. La position sur le ventre, c'est vraiment le point de départ de la motricité et maintenant ça fait même partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé de faire découvrir sur des petits moments la position sur le ventre, même au tout petit, en ayant bien sûr l'adulte qui est à côté de lui. Donc ça c'est vraiment hyper important. Ça m'est aussi arrivé beaucoup de fois d'arriver qu'en fait les enfants de 6 mois n'ont jamais été installés sur le ventre, sauf que comme c'est à la crèche qui passe toute la journée, durant toute la semaine, et finalement tu vois ils n'ont pas découvert cette position-là et du coup ils n'ont pas pu déclencher le pivotement sur le ventre ou alors le ramper, puis ensuite le début du 4 pattes. Donc ça aussi c'est important de pouvoir sensibiliser les équipes par rapport à ça et également de les laisser pieds nus. Ça c'est super chouette aussi pour qu'ils puissent bouger et qu'ils puissent avoir accès à toutes les informations sensorielles puisque le pied c'est vraiment connecté au cerveau. Pour les plus petits, on est sur vraiment la liberté de mouvement et puis les sensations. Donc être pieds nus, c'est sentir aussi les sensations dans ses pieds, dans le contact au sol, dans les appuis. Tu disais, les professionnels, parfois, elles doivent avoir peur que les enfants bougent, donc elles vont peut-être utiliser des contraintes comme les coussins ou les transats.
Et il y a aussi un truc qui nous fait très peur dans les crèches, c'est le RGO. Est-ce que tu en entends parler par les pros parfois quand justement tu leur expliques qu'il vaut mieux éviter le transat ou ce genre d'outils? Alors justement, donc le RGO, le reflux gastro-œsophagien, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ma pratique, moi, auprès des bébés, que ce soit au cabinet, sur les réseaux sociaux ou dans les crèches. Donc en effet, là, on va adapter un petit peu différemment l'environnement pour ces bébés qui ont un RGO, parce que c'est quelque chose qui est très douloureux. Ce sont des reflux internes qui peuvent vraiment être douloureux. On a des petits en crèche qui vont pleurer toute la journée. Et là, du coup, ils vont réclamer beaucoup les bras, puisque ils ont besoin d'être verticalisés. C'est tout petit, donc ils sont beaucoup portés par les auxiliaires puéricultrices, sauf que du coup, comme il y a une auxiliaire qui porte un bébé, et hop, on a moins un pour pouvoir s'occuper du reste des enfants. Donc là, par contre, pour les bébés qui ont RGO, comme ils ont besoin d'être verticalisés, notamment après le repas, puisque c'est vraiment quelque chose au niveau de la digestion aussi, là, il n'y a pas de souci du tout pour les mettre dans le transat le temps de digérer. Le transat, c'est pas une contre-indication en motricité quand il est utilisé sur un temps qui est court et occasionnel. Donc pendant le repas, pendant la digestion, pendant le temps de repos, pourquoi pas quelques minutes. Et par contre, c'est sur les temps d'éveil. Là, on va privilégier la position au sol. Et pour les bébés qui ont RGO, la position sur le ventre. C'est quelque chose qui est pas connu encore assez, mais c'est vraiment la position sur le ventre qui est la plus agréable pour ces petits, puisque comme ils se redressent, on a l'œsophage qui va s'étirer et ça permet donc au liquide, au lait, de pouvoir s'évacuer tranquillement dans l'estomac. Alors que quand ils sont allongés sur le dos ou dans leur lit, c'est là que c'est très douloureux, puisqu'on va avoir l'estomac et l'œsophage qui sont sur la même ligne, entre guillemets, et c'est ça qui va favoriser ces remontées acides. Donc quand on a des petits qui ont un RGO, vu que c'est un peu notre peur, notre terreur après le repas dans les crèches, on va plutôt utiliser le transat à ces moments-là, au moment de la digestion, et ensuite utiliser la position sur le ventre. C'est un bon point. Et donc, une fois qu'on est passé en groupe moyen-grand, là, on est plus sur de la proposition d'atelier? Exactement. Soit on est sur des temps libres, puisque c'est aussi un moment pour les enfants d'interagir entre eux, d'essayer aussi de s'occuper, de travailler leur imaginaire. Est-ce qu'ils préfèrent se diriger vers telle activité ou telle activité qui est à leur disposition? Mais nous, en tant qu'intervenants ou psychomotriciens qui est directement sur la crèche et présent régulièrement, on peut proposer différents ateliers. On peut proposer des parcours psychomoteurs, des ateliers sensoriels avec des textures à toucher et à manipuler, des ateliers de motricité fine et de prégraphisme, donc avec tout ce qui va être encastrement, les cubes, la peinture ou encore des gommettes. On peut proposer des ateliers cuisine qui sont très riches au niveau moteur, puisque l'enfant il vient utiliser ses deux mains. On a tout un travail aussi sensoriel, il vient touiller, transvaser. C'est vraiment une super activité aussi qu'on peut proposer. Et ensuite, on peut proposer tout ce qui est comptine en langue des signes, des ateliers type Snozelen pour permettre aussi un petit retour au calme avec des jeux de son et lumière, par exemple. Ça, j'ai une crèche, ils ont une pièce spécifique avec plein de petites installations dans le noir et ils projettent des lumières. C'est vraiment très chouette. Et pour les enfants qui sont un petit peu agités, c'est une bonne façon de pouvoir avoir un retour au calme et de pouvoir se poser en étant dans cette pièce-là. Et on peut également leur proposer des jeux de socialisation ou d'imitation. Parce que comme tu disais tout à l'heure, pour les tout petits, on est vraiment dans cette découverte de la motricité. Et pour un plus grand, ça y est, il a fait quand même une bonne partie de son développement moteur. Et là, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a le domaine affectif avec la relation à l'autre, le tour de rôle, partager. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et donc, les jeux de socialisation ou d'imitation, ça peut être très intéressant à proposer à ces enfants qui découvrent également leurs émotions. Et ça peut aussi être un atelier à proposer. En fait, la psychomotricité, ce n'est pas du sport, ce n'est pas juste de la motricité. C'est très varié, en fait, dans tout ce que tu viens de lister. Il y a vraiment une variété d'activités qui recouvrent pratiquement tout ce qu'on fait dans une crèche. Exactement. On n'est pas sur de la baby gym, on est vraiment sur un accompagnement global. On est vraiment sur cet accompagnement moteur, cognitif et affectif. Alors, si on se concentre sur l'activité de psychomotricité la plus évidente, la plus basique, c'est-à-dire le parcours moteur, ça c'est vraiment une activité que les professionnels de crèche essayent d'utiliser un maximum. Et c'est vrai qu'on nous vend énormément, quand on ouvre des crèches, on nous vend énormément de matériel pour faire des parcours moteurs. Moi, j'en suis revenue. C'est souvent des gros modules en mousse assez mous,
sur lesquels on voit les enfants s'écraser un petit peu. Donc, je suis pas fan parce que je me suis rendu compte, notamment en formation Montessori à l'Institut Maria Montessori, que pour trouver ces appuis, il fallait plutôt être sur du matériel ferme. Donc, j'aimerais avoir tes recos pour travailler des parcours. Il y a aussi la question, donc au-delà du matériel, il y a la question de la surveillance. Moi, j'ai beaucoup insisté dans mes crèches pour que ce soit des parcours surveillés, fermés avec des barrières pendant les temps où ils n'étaient pas surveillés, n'étaient pas en usage. Et ensuite, on allait dans l'espace moteur avec l'enfant pour l'accompagner et le sécuriser. Voilà, j'aimerais avoir ton avis sur ces deux questions, la question du matériel et la question de la sécurité. Alors, les parcours psychomoteurs, en effet, c'est un outil qui est vraiment génial parce que c'est une ressource infinie, puisque avec le parcours, on peut solliciter une fonction psychomotrice ou plusieurs en même temps. Et surtout, on peut les varier, donc ça, c'est chouette puisque les enfants ne s'en lassent pas. Maintenant, en effet, il y a des recommandations et des bonnes pratiques. En termes de matériel, je te rejoins, on va plutôt privilégier quelque chose qui va être plutôt ferme, tout simplement parce que l'enfant, il sent beaucoup mieux ses mouvements quand il est sur quelque chose de ferme que quand il est sur quelque chose de mou. Donc moi, les tapis de motricité, par exemple, que j'ai au cabinet, c'est des tapis qui vont être plutôt fermes, et même chose pour mes modules, ça offre un bon soutien, un bon appui à mes petits patients pour qu'ils puissent crapahuter dessus sans s'enfoncer dedans. Donc moi, j'aime beaucoup la marque Ikea. C'est tout bête, mais les tapis de motricité Ikea sont vraiment top. Et la marque Decathlon Pro également fait de super modules avec une texture qui est vraiment adaptée. Même pour les tout petits ? Oui, tous les modules de motricité de mon cabinet viennent de là-bas. Donc moi, j'utilise des petits escaliers, des petites pentes, des petites vagues. J'utilise également des cerceaux, des tunnels et puis d'autres petites choses. Oui, en fait, on n'est pas contraint, on peut prendre n'importe quel un petit cerceau, ce genre de choses. La motricité, c'est finalement assez large. Exactement, tant qu'il bouge. Même juste sur un tapis, on peut proposer à un enfant, par exemple, de sauter à pieds joints du début jusqu'à la fin du tapis, ou alors de s'allonger sur ce tapis et de faire des roulés-boulés. Même sur un tapis, on peut proposer différentes activités motrices. On n'a pas besoin d'avoir la vague vert fluo et la pente jaune, tous les matériels en fait qui font un petit peu rêver les pros parce que ils ont plein de couleurs et plein de formes mais ça prend beaucoup de place, ça coûte cher et puis surtout encore une fois c'est assez mou. Donc moi je suis pas très très fan de tous ces modules et j'aime bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait on peut faire des tas de choses avec les enfants avec très peu de matériel finalement. Quant à l'histoire de la surveillance, j'aimerais avoir ton point de vue sur la façon dont toi tu vas guider les professionnels dans cette activité. Alors, dans les crèches où j'interviens, soit on va avoir un coin motricité qui est installé quasiment en continu, donc avec juste 2-3 modules et surtout plein de tapis de motricité, et puis de temps en temps on peut mettre un petit tunnel ou autre, mais c'est un coin motricité qui est à libre disposition des enfants. Selon les crèches, leur espace et leur aménagement, soit, comme tu disais tout à l'heure, c'est dans un espace qui va être fermé pour plus de sécurité, comme ça les enfants ne peuvent pas y aller tout le temps et c'est vraiment quand il y a un adulte qui peut être avec eux et qui du coup sont en surveillance. Ou alors, c'est vraiment des petits modules avec une très petite hauteur et principalement des tapis et un tunnel par exemple qui ne peut pas occasionner de chute. Où là par exemple, par contre, on va vraiment le laisser à libre disposition des enfants. Donc soit on a ce cas-là, soit sinon, quand c'est dans le cadre vraiment d'un atelier, là c'est l'activité du jour, c'est le parcours de motricité. Donc là c'est le moment où tous les enfants sont sur cette activité et tous les professionnels également. On installe un grand parcours et là par contre la surveillance va être de mise et on va insister aussi sur le fait d'essayer de respecter la queue leu pour les enfants. Donc même ça pour les plus grands c'est intéressant pour tout ce qui est tour de l'autre, être attentif à l'autre, attendre, patienter, ne pas se précipiter. Donc c'est intéressant puisque ça fait intervenir aussi d'autres fonctions psychomotrices hors motricité. C'est le tour de rôle et puis la socialisation en fait, les interactions avec les autres. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, on m'avait appris il y a longtemps aussi l'idée de faire un début et une fin lors d'un parcours moteur parce que parfois les professionnels peuvent faire l'erreur d'avoir des entrées un peu de partout sur le parcours et donc ça va créer des heurts en fait au milieu du parcours. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup en psychomotricité. C'est tout ce qui va être le cadre, le rythme. Et donc, que ce soit au cabinet ou en crèche, je vais faire attention à avoir un point de départ et un point d'arrivée. Donc, ils peuvent être repérés avec, par exemple, quelque chose de vert pour le départ, quelque chose de rouge pour l'arrivée. Et par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup proposer aussi aux enfants pour leur signifier un point d'arrivée et un point de départ, je leur donne soit un petit ballon, soit une petite peluche, peu importe. Et en fait, ils doivent réaliser le parcours en tenant ce petit objet dans leurs mains.
et à la fin du parcours, ils ont une boîte où ils déposent ce petit objet. Comme ça, ils ont vraiment ce départ et cette arrivée. Tu sais, moi, en crèche, pendant les 15 dernières années, j'ai travaillé avec beaucoup d'intervenants extérieurs, mais plutôt des psychologues, des pédiatres ou des intervenants dans des domaines pédagogiques, mais assez peu de psychomotriciens. J'en ai peu côtoyé et ton discours est passionnant. Tu me confirmes que la psychomotricité, c'est pas juste un parcours moteur, c'est pas juste du sport, du baby gym. Il y a vraiment de la psychomotricité dans tout ce qu'on fait avec un petit enfant, dans tout ce que va découvrir un petit enfant. C'est extrêmement varié. Je sais que tu formes beaucoup de professionnels de santé et de crèche. Quelles sont les premières astuces, les premières bonnes pratiques, tes meilleurs conseils que tu peux donner à nos pros qui nous écoutent ? Alors déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment d'adapter ce qu'on propose en fonction de l'âge des petits. Bien sûr, les compétences sont pas du tout les mêmes quand on a un bébé de 7-8 mois et un bébé par exemple de 12, 13, 14 mois ou même qui peut être encore plus grand. Donc il faut vraiment bien adapter ce qu'on leur propose, l'environnement et bien l'aménager pour qu'il soit sécurisé pour tous. Une chose que je conseille beaucoup aux équipes, c'est qu'avant d'accueillir un nouveau bébé ou un nouvel enfant, c'est en fait de discuter déjà avec les parents, de leur donner une petite liste de petites choses qu'ils peuvent amener à la crèche. Par exemple, au niveau des habits et au niveau des chaussons. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Comme on a dit tout à l'heure, on recommande que les bébés soient le plus pieds nus possible, mais parfois, bien sûr, en fonction de la température, on est obligé de mettre des petites choses aux pieds. Et donc, on va plutôt privilégier des chaussons qui sont très souples, pliables dans la longueur et dans la largeur, qui en fait vont se rapprocher au plus près du pied nu pour que le bébé puisse continuer à faire ses petites explorations motrices sans être entravé par un chausson qui va bloquer son pied. C'est la même chose au niveau des habits. Exit le jean, les habits trop serrés ou qui ont des boutons au niveau du ventre, etc. On va vraiment privilégier quelque chose de très souple pour que les bébés et les enfants puissent bouger en toute liberté sans contrainte physique sur eux-mêmes. Et ça d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les bébés qui ont un RGO, on évite vraiment de trop serrer les couches ou d'avoir des vêtements qui sont trop serrés au niveau du ventre parce que ça peut vraiment être douloureux pour eux. On privilégie également du matériel ferme, comme on disait tout à l'heure, que ce soit les tapis ou les modules de motricité et le moins de contraintes physiques. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est que si dans la crèche où vous travaillez, il n'y a pas encore de psychomotricien, eh bien de ne pas hésiter à en parler à votre directeur pour pouvoir soit proposer un poste si jamais c'est quelque chose qui peut être possible, ou sinon parler du fait que des psychomotriciens peuvent intervenir de façon externe et de façon occasionnelle et que ça peut vraiment être super bénéfique pour vous et pour les bébés qui sont accueillis. Les professionnels en sont très friandes puisque déjà elles demandent souvent dans le plan de formation d'aller, il y a souvent des propositions dans les organismes pour des journées de formation sur ce thème-là, sur le thème de la psychomotricité. Eh bien Sarah, j'ai vraiment adoré cette discussion dans laquelle tu m'as parlé de la psychomotricité en crèche. D'abord sur le rôle du psychomotricien, le fait que ça peut être soit un salarié, soit une personne externe qui intervient dans la crèche. Donc on a déjà le choix en tant que gestionnaire, on peut commencer par prendre une personne en externe et voir si on veut s'engager à plus long terme. Ensuite, c'est un rôle de prévention. Donc le psychomote va faire des observations et peut intervenir, orienter les pratiques, conseiller, répondre aussi aux questions des professionnels. Mais on peut aussi lui demander de préparer des ateliers avec nous et de nous apprendre à nous professionnels comment gérer au mieux la psychomotricité dans la crèche. Bon, la difficulté, tu l'as dit, c'est que dans les micro-crèches, en tout cas, on est souvent en âge mélangé et du coup, faire des activités, des ateliers de psychomotricité, c'est assez contraint parce que quand on a des grandes variétés d'âge entre des petits bébés et puis des enfants plus grands, ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes niveaux de motricité. Donc, les ateliers, c'est un petit peu plus difficile. C'est aussi pour ça que souvent, moi, je recommande de séparer les âges et notamment grâce à la référence, on peut faire des groupes d'âge. Mais c'est un autre sujet dont je parle dans pas mal d'épisodes du podcast. En tout cas, tu nous as beaucoup parlé de la différence justement entre les petits et les moyens grands. Donc les plus petits, avec eux, la psychomotricité, c'est plutôt environnemental. Tu vas faire de l'aménagement. On va proposer un espace suffisant pour qu'ils puissent bouger. Et puis un sol sans contrainte. Donc l'enfant peut vraiment circuler, bouger, essayer de se retourner. Il va pouvoir faire beaucoup d'expériences
jusqu'à trouver sa position assise, peut-être ensuite faire du 4 pattes, enfin toutes les étapes de son développement moteur. Et puis pour les plus grands, on va être beaucoup plus précis sur des ateliers qui sont extrêmement variés. Donc là, on a les parcours moteurs, les ateliers sensoriels, les ateliers de motricité fine. Donc souvent, ça va être un peu artistique, mais c'est les prémices. Donc on est sur, tu as dit, je crois, le pré-graphisme. Exactement, c'est ça. La peinture, les gommettes, la cuisine. On a aussi les ateliers de comptine, les jeux de son et de lumière dans les ateliers Snows-Hélène, et puis tout ce qui est socialisation, imitation. D'ailleurs, tu nous as donné une définition, c'est de mettre en relation le domaine moteur, donc l'équilibre physique, ensuite le domaine cognitif, qui est plutôt la concentration, la réflexion, et le domaine affectif, donc la confiance en soi du petit. Et c'est quand cet enfant va pouvoir mettre en relation son moteur, son cognitif et son affectif, qu'il se développe de façon harmonieuse, et c'est ça que recherche le psychomotricien. Tu as répondu aussi à ma question sur le RGO, puisque je t'ai dit qu'on avait cette peur, nous, dans les crèches, de voir l'enfant souffrir et pleurer. Alors, on a tous eu un traumatisme un jour ou l'autre avec un bébé qui souffrait beaucoup d'un RGO. Et du coup, on a tendance à les mettre dans des transats parce qu'on veut qu'ils digèrent, mais il peut y avoir des dérives. Parfois, ça va durer trop longtemps. On va le laisser dans le transat ou dans des coussins, etc. Et donc là, ce que tu dis, c'est OK, il faut utiliser le transat dans ces cas-là. Quand il y a un reflux gastro-œsophagien, on utilise le transat au moment de la digestion. Et après, on va accompagner l'enfant au sol plutôt dans une position sur le ventre. Comme ça, il va étirer son œsophage et il va être capable de se tenir sans souffrir comme il peut souffrir potentiellement sur le dos. Donc sur le ventre, c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Ensuite, je t'ai demandé de nous parler du parcours psychomoteur, donc un petit focus sur le parcours psychomote pour les plus grands. Et là, ce que tu dis, c'est que c'est une activité qui a une ressource infinie. Les enfants ne s'en lassent pas et on peut faire beaucoup de choses, beaucoup variées. Et c'est intéressant parce qu'en plus, on peut faire des choses sans avoir forcément du matériel. Rien que, comme tu disais, sauter du début du tapis jusqu'à la fin du tapis, c'est déjà un parcours psychomoteur. Attention à l'importance de commencer quelque part et de finir quelque part. C'est ce que tu matérialises parfois avec un cerceau d'une couleur différente pour l'entrée du parcours et pour la fin du parcours. Et puis tu peux leur donner un petit objectif avec un petit ballon. Donc ça, c'est des astuces que tu développes dans l'épisode que je trouve vraiment intéressantes. Et puis tu m'as appris aussi que je pouvais acheter des modules chez Decathlon Pro. Ça, tu vois, je ne le savais pas. Tu as rappelé aussi un essentiel des crèches, c'est les petites recos vestimentaires qu'on donne aux parents quand ils arrivent à la crèche. Donc surtout des vêtements amples et confortables pour les enfants et des petits chaussons souples. Et pour les chaussures, l'enfant aura plutôt besoin d'avoir des chaussures qui se plient, qui sont très souples, plutôt que nos anciennes bottines un peu orthopédiques qu'on avait, nous, quand on était jeunes. Tu nous as dit énormément de choses déjà jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure ? Peut-être un dernier conseil, peut-être tes vœux pour 2024, pour la petite enfance. Voilà, c'est ça. Pas de conseils parce que comme tu dis, je pense qu'on a beaucoup balayé aujourd'hui, mais une très bonne année 2024 à tous. Et merci Amal de m'avoir invité sur ton podcast et pour tout ce que tu fais pour les professionnels de santé qui travaillent dans les crèches. On est maintenant le 8 janvier, donc tu es la première invitée du podcast de 2024, même si quand ton épisode passera, on sera probablement déjà en février. Mais en tout cas, moi aussi, j'en profite pour te souhaiter une très bonne année 2024. Je te remercie énormément d'avoir participé au podcast et peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine interview. Avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt Sarah, et pour tous les auditeurs, je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les coordonnées de Sarah pour faire appel à elle dans vos crèches, dans les notes de l'épisode, et puis le podcast sera aussi développé dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire, et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. À la semaine prochaine.